Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format d'émission qui s'appelle Derrière le voile. Et le principe, justement, c'est d'aller rencontrer la personne, le chemin de vie de la personne qui se cache derrière une personnalité que peut-être vous connaissez, dont vous avez lu un livre, vous suivez les enseignements, que vous avez croisé sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, dans Derrière le voile, d'inviter Eloa. Bonjour Eloa. Salut Ludo, bonjour à tous et merci pour cette première. Eloa, avant qu'on commence un peu à dévoiler ton chemin d'être, est-ce que tu peux juste nous faire un petit résumé là de qui tu es maintenant, ce que tu fais et comment, voilà, quelle est ton actualité du moment, quoi, Mhm. pour Alors que les pour gens essayer de puissent faire te situer un bref, petit peu, quoi. ouais, j'accompagne depuis plus de 20 ans. J'ai eu plusieurs casquettes dans les accompagnements, mais maintenant, je me destine plutôt à éveiller les gens avec mon mari sur ce chemin d'éveil, de conscience, de spiritualité plutôt universel, puisque notre désir, c'est que chacun puisse trouver sa vérité sur ce chemin. Je suis également formatrice en constellations universelles, qui sont des constellations familiales qui vont plus loin et qui permettent de parler à l'âme. Je suis formatrice en rebirth. Je forme les femmes qui veulent accompagner les autres femmes à travers une formation qui s'appelle les éveilleuses du féminin sacré. Voilà. Et puis, je fais beaucoup de soins guidance et on est en train de bâtir un lieu de vie avec mon mari qui s'appelle Terre de vie, Terre d'amour, qui sera là pour accueillir des retraites spirituelles, seules, en couple ou en stage. Hmm. Et je suis Merci, auteure. belle prise. Je suis auteure pour Oui. l'instant de La popote des magiciennes et de l'oracle des lumineuses. J'ai aussi écrit un tout premier livre qui s'appelait Au nom d'un prêtre. Et voilà, et là, je suis en train de créer un nouveau projet. Ouais. On va revenir sur le dernier livre que tu as cité dans l'interview. Alors ça, c'est ton actualité, de qui tu es maintenant, mais bah, tu as tout un chemin de vie, derrière toi, qui fait que tu arrives ici et ben, j'aimerais bien moi qu'on puisse, bah, voilà, tirer le fil un petit peu avec toi de ton parcours Hmm. et on commence comment? Dans l'enfance peut-être? Quel enfant tu étais? C'est marrant parce que il y a quelques jours, je suis dans un petit village avec des personnes âgées et je lui disais que quand j'étais petite, j'étais très timide et elle me croyait pas. Je dis mais si si, quand j'étais timide, j'étais très sage, très timide. J'étais toujours à ma place de la petite fille sage. Et effectivement, on a plutôt de moi aujourd'hui quelqu'un qui sait poser sa parole, qui peut être un peu rebelle, qui s'affirme sans problème. Donc voilà, donc j'étais une petite fille vraiment dans une famille plutôt aimante, a priori aimante, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun couac. J'avais ma mère et mon père, ils me disaient qu'ils m'aimaient, voilà. À l'école, c'était très difficile et compliqué parce que j'étais, selon les termes de l'école, une enfant. D'abord, on a cru que j'étais dyslexique, mais on m'a dit que c'était pas ça. Après, on m'a mis un peu dans la case des cancres et des nuls. Euh, donc, j'ai passé vraiment toute la primaire à souffrir de l'école. En plus, j'étais un petit peu ronde, donc j'avais en plus les moqueries des enfants, en plus que les profs me disaient que j'étais nulle. Donc, honnêtement, c'était un cauchemar, la primaire. Le collège, j'ai éveillé des jalousies parce que j'étais vite formée en tant que jeune fille, donc j'avais vite des seins, des fesses, des hanches et ça plaisait aux mecs. Et donc, du coup, j'ai été harcelée par des femmes, enfin par des jeunes filles à cette époque-là, au collège. Voilà. Plus, j'ai failli être enlevée par des mecs. C'est pas un truc vrai, ça. Je pense que j'aurais pu me retrouver en Thaïlande dans un truc, je préfère pas savoir où, mais un truc assez glauque. Je suis tombée sur des pervers. Voilà. Ça, c'est mon enfance, et le collège. Au lycée, il y a eu quelque chose qui s'est amélioré, qui a été l'affirmation de soi. Ça commence fort, hein. Ouais. Et et Mais quand même, ce que je voudrais rajouter, c'est que j'étais déjà quand même clairaudiente. Mais pour moi, en fait, j'avais pas cette conscience en fait, je croyais que tout le monde pouvait. Moi, j'allais voir ma grand-mère, je disais, ah, papy, donc qui était mort, je disais, ah, papy, il m'a dit ça, ça et ça par rapport à la famille, euh, où j'avais des visions de prophéties pour l'humanité. Mais je pense qu'on me prenait pour une folle, en fait, quand je racontais ça dans ma famille. Et en plus, je disais que je voyais la Vierge. En fait, je disais pas que c'était la Vierge, mais je décrivais quelqu'un
que j'étais la seule à voir auprès de ma famille et qui me disait: «Mais attends, elle est en train de vous dire ça, ça et ça». Et effectivement, avec le recul, j'ai su que c'était, la Vierge et Marie-Madeleine. Mais pour moi, c'était un monde, complètement j'étais, complètement là-dedans et c'était complètement normal. C'est vraiment vers l'âge de 30 ans que j'ai compris que les gens, ils ils voyaient pas, ils entendaient pas ce que moi je voyais ou j'entendais. Donc finalement, ça a été assez préservé parce que pour moi, je crois que c'était une norme, en fait, pour tout le monde. Donc voilà, ça veut pas dire que j'ai toujours dit ce qui se passait, mais en tout cas, j'ai jamais vraiment coupé ça. Je l'ai beaucoup utilisé pour moi, ce que certains pourraient appeler l'intuition. J'ai toujours fonctionné de manière intuitive. Mmh. Il y a un truc qui résonne, c'est est-ce que tu as pas eu, toi, un moment où tu as demandé à fermer les canaux? Parce qu'il y a souvent des gens quoi, qui arrivent avec les canaux ouverts, et puis Mmh. en fin d'adolescence, tu vois, ils saturent, et puis ça se réouvre 10 ou 15 ans après. Je dirais pas que j'ai complètement fermé. En fait, vous voyez, c'était pas l'enfance la plus rêvée quand même. En plus, avec le recul, je peux vous dire que j'avais plutôt une mère toxique, c'est-à-dire que c'est une mère qui vous dit qu'elle vous aime, qu'elle vous chouchoute, mais en fait, derrière ça, c'est une toxicité d'une mère qui ne sait pas s'aimer et qui est complètement, vampirique sur sa fille et qui, projette tellement de choses sur sa fille. J'étais la dernière, j'étais la petite fille parfaite, j'étais la fille sage, j'étais gentille avec tout le monde, j'aimais aider les anciens, une projection trop importante et elle m'a beaucoup vampirisée. Voilà, donc ça a été un truc, voilà. Des fois, sous les apparences, on peut croire qu'on a eu une enfance parfaite comme ça. Quand on va creuser, c'était pas si parfait que ça. J'avais un père qui était dépressif, qui avait fait la guerre d'Algérie. Mon père, s'il était encore vivant, il serait très âgé et ça traumatisme, vraiment des hommes. Souvent, je parle des mémoires chez les hommes de la guerre, hein, que vous l'ayez fait ou pas, vous avez ça dans vos mémoires. Et ben voilà, la guerre d'Algérie, ceux qui l'ont fait, moi, mon père avait un grade, donc il a donné des ordres pour tuer. Honnêtement, je sais, ça l'a complètement détruit et tué. Donc voilà, j'avais quand même un père avec cette énergie-là et une mère vampirique avec, une lignée, sicilienne qui prenait le dessus sur, tu vois, ce matriarche, cette femme contrôlante envers l'homme, qui contrôle tout le monde, tout le temps, voilà. Donc et soi-disant on aime, mais en fait, c'est de l'amour, conditionnel, quoi, j'appelle ça, Mmh. tu vois? Mmh. Donc j'ai pas fermé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, ben, en fait, j'ai mon père qui est décédé justement brutalement d'une rupture d'anévrisme. Pour moi, il a dit à la vie: «C'est trop» et vraiment, il a demandé à son âme d'arrêter. Ça, c'est moi avec le recul. Mais ça a vraiment effondré ma vie parce que j'étais très proche de mon père qui était un érudit et qui était quelqu'un de très doué dans énormément de domaines. Et à ce moment-là, j'en ai voulu en fait, à Dieu, à l'univers, en fait, je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, j'ai dit: «Je vais prendre ma vengeance». Mmh. Et en fait, c'est comme si j'avais un peu fermé les canaux, plus par vengeance, en disant: «Maintenant, je vais bouffer la vie» et je suis devenue une sorte d'amazone complètement folle et en rage totale envers la vie, qui me permettait d'atteindre mes rêves sans aucun problème. Mais alors, l'énergie et la folie dans laquelle ça m'a menée, c'était quand même assez dingue. Et pour autant, il m'est toujours arrivé pendant tout ce temps-là des choses très mystiques et très, bizarres pour la plupart des gens. Donc j'avais pas fermé les canaux puisque ça m'arrivait quand même. Je vais te donner un exemple concret. Hem, j'ai fait tout un cursus en médecine traditionnelle chinoise, pour être acupuncteur, diétothérapeute, formatrice en qigong et cetera. Et je me rappelle en qigong, premier cours avec, ma directrice, ma fan, j'avais jamais touché au qigong, j'avais jamais rien fait d'énergétique de ma vie, enfin, qu'on m'avait appris. Et on était, je sais pas, une cinquantaine dans cette salle. Elle nous montre, tu sais, la posture de l'arbre, un truc assez basique, voilà, les bases. On fait l'exercice, puis là, ma fan, elle me regarde et dit, «Voilà, tu vas remontrer à tout le monde parce que toi, tu le fais bien, toi, tu sens l'énergie». Donc moi, je me sentais toute petite parce que déjà, je me disais: «Tu en as plein, ça fait des années qu'ils font du qigong ou du tai chi» et là, elle me prend. Bon, tu vois, c'est toujours l'affirmation de soi, justement. Et à ce moment-là, je fais ça et je suis rentrée dans un cycle de qigong assez important, où j'en faisais tous les jours. C'était devenu ma pratique quotidienne et en fait, j'ai commencé à avoir des peurs en pratiquant le qigong. Alors je sais que ça va faire bizarre parce que la plupart des gens kiffent le qigong et je dis pas qu'il faut pas en faire, surtout pas. Mais moi, j'avais à ce moment-là, énergétiquement, j'avais ouvert un peu tous mes canaux.
Ce qui fait que quand je faisais du Qigong, énergétiquement, je produisais tellement d'énergie que tout venait à moi. Et pas que des choses easy et fluides et beaux, etc. Et en fait, par exemple, à ce moment-là, j'ai coupé le Qigong parce que j'étais pas assez centrée, pas assez alignée, je n'avais pas conscience encore de toutes ces étapes intérieures. Donc voilà, typiquement, tu vois, c'est un des trucs où j'ai coupé et de temps en temps, ça m'arrivait. C'est-à-dire, j'avais les voix, mais je refusais de les entendre. Dans des choix que j'ai faits qui étaient vraiment n'importe quoi, ou en tout cas, c'était des choix que je faisais pour me planter et pour apprendre. Quand on est déjà un attracteur magnétique, si on intensifie le volume, ça pulse. Il y a certaines personnes, je pense, qui ont pas besoin. C'est naturel. Et voilà, je fais partie de ces personnes qui naturellement a Ouais. un électromagnétisme fort. Du coup, ça me demande pas de voilà, c'est pour moi c'est naturel. Si d'un coup je fais du qigong, je vais pas le faire en termes de pensée ou de protocole, je vais le faire énergétiquement, tout comme quand je faisais de l'acupuncture. Bah, quand je poncturais mes patients, il y avait quelque chose de l'ordre de j'étais reliée à l'aiguille. Je disais toujours: «J'ai un kiff avec l'aiguille». On me disait: «Mais tu es complètement sadique» et je dis: «Non, vous vous rendez pas compte ce qui se passe dans cette reliance ciel-terre quand je mets une aiguille, où c'est une unité qui est en train de se passer». Et je crois que j'aurais pu mettre l'aiguille n'importe où honnêtement. Ce qui était important, c'était le fluide qui allait avec ça, même si d'un point de vue protocole et c'est une magnifique médecine, hein. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je pense que je pourrais mettre les aiguilles n'importe où et ce serait exactement le même résultat. Mmh. Voilà. Mais je mets un petit bémol, tout le monde enfin voilà, je rejette pas du tout la médecine chinoise parce que là, j'entends tout de suite, c'est propre à des personnes. Des fois, on n'a pas spécialement besoin d'utiliser des outils et voilà, j'en fais juste partie. Oui, et puis il y a le côté protocole, et puis après, il y a l'accompagnement intuitif, hein. Je connais aussi, hein, des acupuncteurs qui piquent au senti, alors qui sont déjà acupuncteurs bien établis et qui ont une bonne expérience, mais après qui suivent plus autrement le protocole et qui écoutent le corps de là où il a besoin d'être piqué. Et, euh, et ils suivent, quoi. Et c'est pas autrement le point parfait du truc, c'est ce que le corps demande. Donc, C'est ça. c'est À un moment normal. donné, j'avais lâché, tu sais, tous les noms. C'est un vrai travail que j'avais fait. J'avais lâché les noms. Je me rappelais même plus où étaient des fois les points d'acupuncture. Mais parce que moi, je parlais au corps, comme tu le dis. Et en fait, je demandais au Mm. corps de me dire, et puis au corps et à l'âme, parce qu'il y avait les deux. Il y avait ce que l'âme, elle était prête à recevoir, ce que moi, je canalisais aussi et j'entendais. Voilà. Donc, mais c'est très bien d'utiliser. Il y a des très bons acupuncteurs, j'appelle ça technique, et il y en a besoin, parce qu'il y a plein de gens qui sont très cartésiens et ils ont besoin de techniciens de la médecine chinoise, et je trouve ça parfait. Et en plus, j'ai été formée par des Chinoises qui, pour moi, sont des grandes techniciennes de l'acupuncture et qui ne sont pas spécialement dans ce côté intuitif, donc et qui font des résultats juste miraculeux. Voilà. Donc, il y a pas. Enfin, je veux mettre un peu de bémol, c'est mon vécu et c'est pas un truc général à faire. Mm. Et sur ton chemin, la volonté d'accompagner l'autre, elle arrive quand? Alors ça, je pense depuis toute petite, parce que quand j'étais enfant, comme je vous disais, mon père avait fait la guerre d'Algérie et il existait à l'époque, enfin ça existe toujours, j'imagine, mais un truc qui s'appelait les AFN. C'était des regroupements de ces personnes qui avaient fait la guerre d'Algérie et c'était des repas pour voilà, se retrouver. Et mon père étant âgé, moi je faisais partie des seules finalement petites filles ou jeunes enfants. La plupart étaient des grands enfants liés à ceux qui étaient partis en guerre d'Algérie. Donc, je partais toujours avec mes parents faire ces fameux repas d'AFN. Et pour pas m'ennuyer, je passais tout mon temps à servir toutes ces personnes âgées. Enfin, à l'époque, elles devaient être bien. À l'époque, elles avaient peut-être pas loin de mon âge, ça se trouve. Enfin, tu vois, elles étaient peut-être proches de la cinquantaine finalement. Euh, et puis, je dansais avec eux. Ils m'ont appris, tu vois, les danses de salon. Ils m'apprenaient les chants de l'époque. Des chants vraiment, tu sais, genre «Ah, le petit vin blanc» ou des trucs très, ou des chants français. Bon, voilà, et j'ai que des bons souvenirs de ça parce que je me rappelle déjà, j'étais choyée, j'étais la seule enfant au milieu de tous ces adultes et puis en même temps, à ce moment-là, le fait de leur servir juste avec un sourire, je voyais, à quel point ça faisait du bien, en fait. La présence juste, qu'ils accueillent, j'ai vu à quel point c'était important et
pendant toute mon enfance, j'étais beaucoup au service de l'autre. C'est quand j'ai fait ma révolte à la mort de mon père où je me suis beaucoup centrée sur moi. Je suis devenue une sorte de rebelle de ses rêves égoïstement parlant. Et je pense que c'est quelque chose de très important à vivre euh, pour qu'on arrive à un service au divin, parce que c'est pas qu'à l'autre, et on fait partie de ce divin. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir répondre à ses désirs. Parce que tant qu'on n'y a pas répondu, il y a une sorte de frustration, de non-connaissance de ce que c'est de les obtenir, et ça crée des frustrations. Je prends un exemple concret. Récemment, c'était une discussion que j'avais avec une amie, parce qu'on parlait de l'argent dans l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat spirituel et sacré. C'est un gros sujet tabou. Et elle me parlait de quelqu'un qu'on connaît en commun, qui est trouvé, qui maintenant était très business, voilà. Donc, je lui disais, mais qu'est-ce que ça te fait à toi, finalement, que cette femme parle beaucoup de business et qu'elle mette en place des process à 6 000 euros ou 4 000 euros? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Et je lui disais que moi, dans mon parcours, j'ai pu mettre des tarifs, tout type de tarifs, du truc genre au troc à des tarifs, effectivement, à 5 000 euros sans aucun problème pour des process. À un moment donné, quand j'ai pu toucher à juste le fait que finalement, le problème, c'était pas l'argent, c'était ce que je voulais créer. Et qu'une fois que je créais pour avoir 10 000 euros ou que je créais pour avoir 100 euros, c'était pas ça l'important. Mais comme j'avais touché aux deux énergies, je pouvais trouver mon propre équilibre. Donc, j'avais enlevé un désir qui était de savoir ce que c'était de faire de la richesse, tu vois, cette abondance et cette prospérité. Euh, c'est important, voilà, de répondre à ses désirs. Si à un moment donné, il y en a qui veulent absolument voyager, c'est un truc que plein de gens adorent, voyager, ben, ils vont avoir besoin de voyager à l'extrême. Et puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont se lasser un peu. C'est-à-dire que le voyage, il n'aura plus le même goût qu'avant parce qu'il n'y a plus la nouveauté. Ils vont commencer à trouver des petites choses à redire parce que c'est moins bien que tel voyage et tout. Et ça, c'est parce que leur désir, il a besoin d'être réajusté. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, effectivement, voyager, ça veut dire aller sur un espace qui active quelque chose dans mes cellules, uniquement. Voilà. Donc, répondre aux désirs, c'est important. Ça fait partie du chemin. Et maintenant, ça me permet d'être dans quelque chose entre je réponds à mes désirs quand même, mais en même temps, ces désirs, ils servent très souvent le plus grand que soi. Parce que si je suis bien, un truc tout simple, ouais, je donne un exemple concret. Si je suis bien, par exemple, je me suis remise, moi, vous avez compris, j'ai beaucoup d'électromagnétisme. J'ai besoin de dépenser de l'énergie. Je n'ai pas besoin d'en... Donc, des fois, j'ai trop d'énergie. Alors, je me suis remise à la danse. Je me suis mise à de la danse, pas du tout intuitive, pas un truc facile pour moi, un truc qui me demande un effort. Donc, je me suis mise à de la danse cabaret Hollywood. Ça demande d'apprendre des chorégraphies. Je suis en plus dans honnêtement, un espace de danse qui n'est pas très agréable. Les gens, ils sont pas très sympas. Bon. Et ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais mon désir là-dessous, c'est vraiment de pouvoir libérer mon énergie et mettre de la joie et de l'amusement. Et quand je suis dans la joie et l'amusement, je crée une énergie de joie et d'amusement et je peux mieux servir en fait le divin et le grand tout. Donc en fait, ce qu'on fait pour soi dans cette conscience sert le grand tout. Hmm. Merci. Bon, on a revient un petit peu ton parcours. Tu commences par quelle formation alors? Et ben, dès que j'ai fini le bac, j'ai passé un bac général. Alors que je voudrais, tiens, lancer un truc pour tous les parents avec des enfants qui n'arrivent pas à faire des études. Je vous rappelle que j'étais nulle et qu'on m'a mis dyslexique, tous les noms possibles, que le collège était un calvaire encore. Les profs m'ont dit jamais elle y arrivera. Ils ont même convoqué mes parents tout le temps. Et tu sais, même en primaire, ce qu'ils faisaient, mes parents, ils me faisaient passer de classe alors qu'ils voulaient que je redouble. Tu sais, à l'époque, c'était possible. Tu avais le droit de faire redoubler, mais les parents, c'est que s'ils acceptaient. Les miens, ils refusaient tout le temps. Donc, on me disait que j'allais continuellement avoir du retard. Au collège, c'était la cata. J'ai des profs, ils ont appelé mes parents en disant vraiment, elle va pas y arriver, le bac général. Donc, on m'a mis en seconde, tu sais, STT. À l'époque, c'était sciences et techniques tertiaires, un truc comme ça, je crois. C'était horrible pour moi, l'informatique. J'ai dit non, je vais redoubler volontairement, je vais aller en général. Et j'ai fait toute ma générale avec des notes vraiment très merdiques. Et j'ai eu mon bac du premier coup en économique et sociale. Euh, Simplement parce que, ça je peux vous le dire maintenant parce que je l'ai su il y a que 1 an de ça,
il y a un an de ça, j'ai fait un test de douance. Un test de douance, ça permet de savoir, voilà, est-ce qu'on a des capacités qui sont un peu différentes de la plupart des gens. Ce test, donc je l'ai fait avec, si un jour ça vous intéresse, je l'ai fait avec Élodie Crépin, qui est vraiment une grande spécialiste du domaine de la douance, et pas que du test de quotient intellectuel, qui est très limitant. Il faut savoir que toute la douance aux États-Unis, en Angleterre, c'est très développé. Et donc, il y a beaucoup d'études et de recherches faites depuis plus de 30 ans en Angleterre là-dessus. En France, on a un retard considérable là-dessus. Donc, Élodie Crépin est une Française, mais installée, je crois, en Écosse ou en Irlande, je ne sais plus. En tout cas, elle a une grande connaissance de ça. Elle a plein de doctorats. Voilà, si vous voulez des trucs en plus sérieux. Hein. C'est pas la nana qui... Voilà, elle travaille avec des observatoires de la douance au niveau international. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon test de douance avec elle. Et c'était vraiment un super moment. J'ai stressé comme une malade, comme si j'allais passer un test à l'école. Ça m'a rappelé tous les trucs stressants de l'école. Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, ça a mis en avant que j'étais à très haut potentiel intellectuel et à très haut potentiel émotionnel. On n'est pas obligé d'être les deux. On peut être l'un ou l'autre. Et puis, on peut être haut potentiel. Donc là, je faisais partie, en fait, des 10% de la population mondiale. Et ça a comme permis de lever un voile, tu vois, sur le fait que bah, à l'école, j'ai jamais réussi. Moi, j'ai eu mon bac. Vraiment, je pense qu'on m'a bien aidé et guidée à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on réussit pas au niveau de l'école qu'on est des cancres ou qu'on est mauvais. C'est que des fois, ce système-là, il ne correspond pas à qui nous sommes. Vraiment. Donc voilà. Donc après, en fait, ben, finalement, j'ai fait mon bac. Et puis, je suis partie en BTS diététique. Donc, je suis devenue diététicienne. Ensuite, très rapidement, j'ai commencé. Ah non, après, j'ai commencé. Oui, parce que j'ai fait quand même pas mal de diplômes. J'ai fait une licence en sciences de l'éducation, option formation des adultes. Demande-moi pas pourquoi. Vraiment, là, je sais pas, le bug dans ma vie. Mais ça me sert peut-être comme formatrice maintenant, tu vois, j'en sais rien. J'ai été prof en même temps, donc ça m'a quand même servi à ce moment-là. Et puis après, j'ai passé 6 ans à étudier la médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, j'ai eu des diplômes en tant que thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Et puis après, j'ai continué à me former dans des choses qui sont moins conventionnelles, que ce soit en constellation familiale, que ce soit sur le féminin sacré. Voilà. Après, j'ai fait plein de formations jusqu'à l'année dernière où j'ai dit qu'il fallait que j'arrête en fait. Parce qu'il y a une sorte de course à la connaissance des fois qui ne sert plus à rien. En tout cas, chez moi, elle est utile chez plein de gens, mais moi, j'ai commencé à 16 ans à me former. J'en ai 42. Il y a un moment donné, je me suis formée toute ma vie. Il faut savoir s'arrêter. Oui, puis il faut savoir surtout intégrer tous ces événements pour pouvoir les, j'allais dire pas les régurgiter, mais ça veut dire qu'une fois que tu intègres tous tes outils, ce qui en ressort, c'est toi et c'est plus des pratiques, enfin, c'est plus un protocole. En fait, pour moi, je le vois plutôt comme ça. C'est, Alors, t'assimiles des protocoles et des compétences pour qu'après, il y ait ton accompagnement qui rayonne, mais avec ouais, ta vibration, ta personnalité, quoi. chez moi, c'est un peu différent. En design humain, il y a certaines typologies qui font que moi, j'intègre très vite les choses, mais j'intègre ce qui m'est nécessaire. Donc, en fait, je vis entièrement une formation pleinement. C'est comme si je devenais la formation elle-même. C'est une forme de méditation, en fait. Je parle, je mange, je bouffe toute cette formation. Et ensuite, après coup, énergétiquement, il y a un moment de creux. Et là, c'est le moment d'intégration. Ça va me demander une semaine à juste peut-être quelques mois pour les plus longs trucs. Et ensuite, je garde ce qui m'est utile. Voilà, effectivement, tout le monde n'a pas à procéder comme ça. Mais par exemple, moi, mon challenge, j'ai tellement fait de diplômes, de formations, de trucs comme ça, qu'à un moment donné, par exemple, mon challenge, ça a été de tout mettre de côté dans cette connaissance pour savoir, en fait, cette connaissance, à quoi elle servait, vraiment. Bien sûr, on peut dire l'acupuncture, je vais aller poncturer des gens, ça les soigne, nanana. Mais au-delà de ça, derrière ça, hein, comme, comme cette interview s'appelle Derrière le voile, c'est à un moment donné, bah, derrière toute cette connaissance, euh, qu'est-ce que Eloa, elle cachait en fait, de autant besoin de connaissances. Et j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, dans mes vies passées, j'ai souvent préféré la connaissance à l'amour. Parce que
Il y a eu plein d'époques. Si je prends un truc assez classique, peut-être pour ceux qui entendront ou pour qui ça résonne, mais par exemple les mystères d'Égypte. Voilà, un truc assez basique, assez classique, mais il y en a bien d'autres de mystères. Euh, Dans les mystères d'Égypte, des temples d'Égypte, il y a, bah, c'est une civilisation qui est morte, on est bien d'accord, tout le monde est d'accord avec ça. Dans cette civilisation qui est morte, il y a quand même eu une transmission. Cette transmission, c'est toujours des prêtres et prêtresses au sens très large du terme. On appelle toujours ça des prêtres et prêtresses, quels que soient les temps et les civilisations. Les prêtres et prêtresses, ce sont juste des gardiens de savoir ou de clés ou de certains types d'énergie. Voilà. Et du coup, souvent, ces prêtres et prêtresses, ils ont souvent fait le choix, au moment de la mort de ces civilisations, de conserver ces savoirs, ces codes, pour qu'à un moment donné, on puisse les redistribuer. Et c'est bien, d'un certain côté. D'un autre côté, c'est toujours le choix de la connaissance plutôt que le choix de l'unité et de l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les énergies actuelles du monde dans lequel on vit, je pense qu'il est important d'apprendre à plutôt choisir l'amour que la connaissance. Et je vois encore qu'il y a beaucoup de batailles avec ça. Par exemple, dans le monde de l'hermétisme, dans le monde de la magie antique, dans le monde de la spiritualité, c'est à celui qui va le mieux pouvoir dire sa propre connaissance. Moi, j'ai raison parce qu'il faut suivre tel nana, 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 nana. Et en plus, je pense que tout ça est obsolète, mais ce n'est que mon avis. Je pense que tout ça est obsolète et qu'il faut réinventer en fait la spiritualité d'aujourd'hui et qu'en plus, elle est dépouillée et assez simplifiée et qu'à l'époque, il fallait des choses très compliquées, des protocoles très compliqués. Et je pense que c'est plus le cas. Donc voilà, donc derrière le voile de toute cette connaissance, eh ben, je cherchais encore à me cacher de toutes ces vies, alors que le but, c'est plutôt de transmuter pour pas me retrouver face à mes états de manque d'amour encore. Où est-ce que dans ma vie, je manque encore d'amour? Mhm. Ce que tu témoignes, ça résonne d'une certaine manière, mais quand tu dis qu'il y a le monde de la connaissance d'un côté et puis il y a incarner l'amour de l'autre, finalement, moi, tout de suite, la première résonance qui vient, c'est le Christ qui a été le plus grand maître et qu'en fait, il n'a pas enseigné sur des techniques, ou il a juste enseigné l'amour. Et quand tu voyais qu'il y avait les docteurs tu sais, de la loi qui venaient le voir en lui disant oui, mais nous on a les connaissances et tout, il leur disait oui, bah, c'est bien d'avoir les connaissances, mais comment vous les appliquez dans l'amour au quotidien? Et que finalement, enfin, moi je les perçois ces deux voies parce que c'est vraiment des choses que vers lesquelles je tends aussi, d'être dans une présence et d'être plutôt dans une vibration que d'être dans une connaissance, quoi, enfin, ou une technique. Et Mm. c'est chouette, c'est bien. C'est, si je peux rebondir, c'est exactement ça. Je me suis encore fourvoyée en début d'année en voulant entrer dans ce process de la connaissance. Je suis rentrée dans un truc de magie antique assez spécial qui permet d'accéder à certains types de connaissances, à une loge spécifique, etc., etc. Bon, et là, il y a tout mon être et mon âme qui est en ébullition quand c'est comme ça, parce que c'est comme des rappels et je suis là dans mon élément le plus total parce que je suis très mystique comme Nana. Et donc, du coup, c'est comme si, tu vois, c'est l'ébullition totale. J'étais en joie, voilà. Et puis, ça se casse la figure. On me sort de la loge. Et voilà, pour d'autres, enfin, pour d'autres raisons. Et en sortant de la loge, tout s'effondre, mon monde s'effondre. Je fais merde, mais comment je vais accéder à ces connaissances-là? Comment je vais les récupérer? Et là, je comprends pas, et j'en veux à l'univers, et je m'en veux à moi-même, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'en veux aussi à la loge elle-même, j'en veux, enfin bon, un peu à tout le monde. Euh, et là, je prends le temps de ce recul. Et à ce moment-là, pas loin de chez moi, j'ai un couple d'amis qui est très christique, qui vivent beaucoup l'amour de Jésus, et puis ils viennent tout le temps me dire, ah, Éloi et Adrien, il faut qu'on vous montre des trucs, prions ensemble. Et puis moi, par rapport à notre histoire, peut-être qu'on en parlera après, mais du coup, j'ai envie de leur dire, vous me faites chier avec votre Jésus, même si je peux le canaliser, mais dès que j'ai l'impression que c'est un peu trop religieux, vraiment, je repousse comme ça. Bon, et puis elle revient à l'attaque parce qu'elle est assez euh, comme moi, quoi, tu vois, quand on est déterminé, voilà, donc elle est assez déterminée, comme Nana, elle revient, elle me dit, si, il faut que tu regardes un truc. Donc ça s'appelle The Chosen, c'est une série Oui, américaine je sur regarde en ce Jésus. moment.
Ben oui, parce que du coup, j'en ai parlé à beaucoup de monde. Et The Moi aussi. Chosen, je vous invite à regarder. Il y a 2 séries, la troisième est finie, elle va bientôt pouvoir être mise en vue. Et donc, c'est une série extraordinaire sur la vie de Jésus et des apôtres. C'est important de le dire, parce que c'est pas vraiment que Jésus. Les premiers épisodes sont d'ailleurs très basés que sur la vie des apôtres. Ça permet de voir les apôtres dans leur humanité, avec leur colère, leur faille d'humain, et c'est juste génial. Mais cette série, elle est incroyable, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on est dans l'énergie christique et dans l'énergie de Jésus, et qu'on est en train de parler avec les apôtres. On a l'impression qu'on est en train de faire un bond, comme si on vivait des vies karmiques, mais enfin, c'est assez extraordinaire. Tu pourras en parler, Ludo, puisque tu l'as vu aussi. Donc, j'accepte qu'elle me prête le DVD, puisqu'ils sont un peu à l'ancienne. Ils me prêtent un DVD, je regarde le DVD, je bouffe la série comme une folle. Et là, Jésus, il revient dans ma vie, pas en canalisation, il revient dans mon cœur. Et quand Hmm. il vient dans mon cœur, il me rappelle que, bon, je l'ai un peu oublié depuis que j'étais sortie de l'église, et que du coup, j'avais un peu tellement mis Jésus dans l'église que j'avais oublié qu'il était avant tout un maître ascensionné, et qu'il n'était pas venu pour l'église, et que The Chosen me montrait que justement, il était tout sauf dans l'église. Même si je le savais, j'avais du mal à l'intégrer. Et puis surtout, il me rappelait, et vraiment, si vous regardez The Chosen, c'est extraordinaire, Jésus ne parle pas souvent dans The Chosen. Il dit pas beaucoup de paroles. Mais chaque parole, on pourrait passer beaucoup de mois et d'années à méditer sur une seule parole. Et là, il m'a montré, la voie de la connaissance d'aujourd'hui, elle est dépouillée, elle est simple. Et elle revient dans l'espace du cœur, ou avec des mots simples, des mots qu'on parle tout le temps, c'est-à-dire amour, unité, paix intérieure, fraternité, tous ces mots qu'on trouve beaux, eh ben, méditons dessus. Ou est-ce que dans notre vie, on ne les a pas? Et juste ça, d'une simplicité extrême, parce qu'on aime bien se compliquer quand même en tant qu'humain la vie, et trouver 36 000 processus de guérison de machin, euh, ça crée une ouverture du cœur extraordinaire. Donc là, il m'avait vraiment mis en application ce que c'était d'arrêter dans la voie de la connaissance universelle, plus, et d'être dans la voie du cœur. Et dans cette voie du cœur, j'étais quand même enseignée, j'avais quand même une connaissance, mais une connaissance qui permettait de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, ça permet de toucher à notre être supérieur, ça permet de toucher à notre âme et à notre esprit, beaucoup plus qu'à notre petit ego qui aime tellement se compliquer la vie. Que... Voilà. Hmm. C'est moi ce que j'entends dans ce que quand tu parles de la présence comme ça dans la simplicité dans le cœur, c'est sortir du je sais de l'ego et rentrer dans je sais que je ne sais rien, mais par contre je me laisse habiter par une présence quoi. Et en fait, il y a que ça quoi. Et je Mm. sais pas ce qui se passe, mais par contre ça résonne et ça vibre quoi. Hmm. C'est ça. Et ça demande à la contrôlante que j'étais, hein, parce qu'après la petite fille qui avait été quand même malmenée, il y a une grande contrôlante qui est venue, une grande femme yang, et je sais que ça va parler à plein de femmes, une supra-ultra contrôlante, euh, qui d'un point de vue des autres trouve que ma vie était parfaite, vu que je contrôlais ma vie sous tous les angles. Et même quand je contrôlais pas, j'arrivais à trouver des stratagèmes, parce que je suis assez bonne manipulatrice aussi, pour que finalement, d'un point de vue extérieur, tout se passe bien. Euh, voilà, ça permet, ce que tu viens de dire, Ludo, de rentrer dans un dépouillement euh, total de soi, où on est au service, et où l'ego, je dis pas qu'on n'en a pas, hein, on reste humain, mais disons que maintenant, je m'amuse de mon ego. Je sais quand je suis dans mon rôle et mon personnage à la perfection. Hmm. Bon, moi, j'aimerais bien revenir, parce que tu as parlé d'église tout à l'heure. On va y revenir un petit peu après, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore une phase intermédiaire. Mais bon, je reviens sur le chemin de vie. Donc maintenant, tu es thérapeute, tu es formé, tu as un cabinet en médecine chinoise, tu es même marié, tu as des enfants, tu as une vie qui roule en fait. Parfait. J'ai un corps splendide, je fais du sport tout le temps, je suis diététicienne, tu sais, je suis, à l'époque, j'aurais eu Instagram, putain, j'aurais 1 million d'abonnés. Ouais, mais ouais, finalement, c'était la vie de rêve, quoi. Ouais. Je voyageais, attends, il faut rajouter ça. Je voyageais dans le monde. Mm. Ouais. Et quand tu me parlais d'église, c'est que tu allais aussi, tu avais une pratique régulière, enfin, tu avais une pratique, une foi vivante, ça veut dire que tu allais quand même à l'église aussi.
Alors, j'y allais plus, j'y suis pas allée pendant un certain temps. Ouais. À la mort de mon père, comme je l'ai expliqué, j'ai rejeté en fait toutes mes canalisations et donc j'ai rejeté. C'est plus trop que j'allais à l'église, mais tu sais, j'ai été élevée dans un catholicisme très français où finalement tu fais un peu de caté, tu fais quand même ta communion. Voilà, j'avais pas fait ma confirmation, mais j'avais quand même fait les communions. Et puis en même temps, je trouvais ça sympa. Tu es avec des potes, tu t'amuses. Enfin, tu vois, on parlait de Jésus, mais en même temps, comme on s'amusait, c'était fun. Et puis voilà, j'avais une grand-mère sicilienne, donc la foi, le catholicisme, etc. Mais sans grande conviction, quoi. D'accord. Hmm. Et puis, Je du coup, connais bien. ben, la mort de mon père, donc là, je dis, Dieu, il n'existe pas. Le truc que tout le monde se dit, lié aux guerres, lié, tu vois, dès que tu as un choc dans ta vie, quoi. On m'avait enlevé mon père du jour au lendemain, sans qu'on me prévienne, c'était un peu hard. Et, euh, et donc, je vis une vie complètement fausse, c'est-à-dire ce que tu as décrit. Une nana qui est complètement dans le contrôle, je faisais 8 heures à 10 heures de sport par semaine, je contrôlais tout au niveau de l'alimentation. Enfin, tu vois, une vie parfaitement sociale. Voilà. Mais au fond de moi, il y avait toujours un truc qui me disait, je suis pas heureuse. Donc, Hmm. mais j'avais un mari, deux gars. Enfin, voilà, j'avais normalement tout ce qu'il fallait. Et des années plus tard, en fait, j'ai senti que j'avais un manque spirituel. Alors, je me suis beaucoup remise dans des lectures bouddhistes. Enfin, tu vois, je suis allée chercher ailleurs, en fait. Je me suis dit, peut-être que c'est mieux ailleurs. Donc, je suis allée chercher ailleurs. Et puis, certes, il y avait des choses intéressantes, mais je trouvais rien qui vraiment me parlait. Je me suis dit, bon, je vais retourner là où je connais. Donc, je suis retournée dans l'église. Et en fait, comme je suis quelqu'un d'entière et qui a besoin vraiment, moi j'appelle ça être initiatrice, c'est-à-dire que quand on est initiatrice, on va pleinement intégrer un truc, on va pleinement jouer la carte du jeu pour intégrer ce qui se passe. Donc, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on mange, on dort, on bouffe, on pense ça. Donc, je me suis remise à fond là-dedans. Je me suis mise à aider l'église, je me suis mise à aller prier tous les jours. J'allais 3 fois par semaine à la messe. C'est comme J'avais le des chats, sport, c'était 8 heures de sport par jour, 8 heures c'est ça. d'église par semaine, 8 heures d'église par semaine. 8 heures. Mais je rajoutais le sport, tu vois, parce que complètement un peu fada, la nana. J'avais des gros chapelets en or avec vraiment énormes. J'avais des badges I love Jesus. J'étais, voilà, je partais en retraite spirituelle. Alors après, j'ai vécu des magnifiques moments. Je suis partie faire des retraites dans le silence. Je suis partie faire des retraites méditatives dans l'église et qui sont vraiment des beaux moments avec le recul. Mais effectivement, j'étais un peu fanatique. Donc effectivement, à ce moment-là, je suis retournée dans l'église amplement. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression, tu sais, de retrouver une famille. Parce que, mine de rien, quand tu t'investis beaucoup, déjà, ils voient une jeune qui s'investisse. Donc là, ils sont là, ouh, génial, on va surtout pas la lâcher. Hein. C'est quand même pas ce qu'il y a le plus souvent dans l'église, il faut être honnête. Et du coup, en même temps, bah, tu trouves des gens, on va dire tous les paroissiens ou ceux qui sont investis dans l'église, eh ben, ils ont quand même cette envie de partager. Il y a quand même beaucoup de gens dans l'église qui sont là pour cette fraternité et pour ce côté communauté et familial. Donc moi, j'ai trouvé beaucoup de choses géniales parce que j'ai l'impression de me retrouver en famille. J'ai l'impression de trouver une famille de cœur, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Donc c'est comme ça que je suis retournée dans ma foi parce qu'à un moment donné, j'ai voulu retrouver du sens dans ma vie. Je voyais bien que ça allait pas, quoi. Ma vie parfaite, avec ce manque de bonheur, vu que j'avais déjà tout extérieurement, j'avais bien compris que c'était quand même un truc intérieur. Et j'avais la chance, ben, en parallèle, comme j'étais thérapeute, je faisais du travail sur moi continuel. Donc je voyais bien qu'il y avait un truc qui clochait quand même. Il y avait besoin de mettre du sens et de ramener de l'esprit, enfin de l'esprit avec un grand E, et que c'était le moment. Mais en plus, ça résonne, comme tu disais, avec tes mémoires de connaissances égyptiennes, parce que l'Église, enfin, c'est quand même un peu la même vibration que les... Tu vois, il y a des prêtres, donc c'est quand même la même vibration de... C'est une sorte de transmission de certaines rituels et de certaines connexions, comme que ce soit un prêtre égyptien ou un prêtre catholique, il y a quand même quelque chose Oui, de l'ordre du dogme et de la forme qui est transmise dans le temps. Donc c'est peut-être aussi ça, le besoin de retrouver une famille, comme une famille d'âme de je suis un peu chez moi, quoi. ouais. Et puis il y avait en fait, maintenant que tu en parles, ce que je cherchais, c'était les rituels. Moi, je suis une mystique. Et alors vraiment,
le fait de rentrer en méditation avec l'énergie christique, le fait de rentrer en silence, le fait de ritualiser, je trouve ça tellement beau. Moi, j'aime bien le beau et j'aimais ces rituels, j'aimais ces cérémoniales, j'aimais beaucoup ça, vraiment. Et après, j'adorais la louange, la danse avec Dieu. Enfin, c'était des moments pour moi où je rentrais tellement dans ma... Je suis quelqu'un qui rentre très facilement en transe. Donc, en fait, je retrouvais ma part mystique en moi, énormément. Donc, c'était aussi retrouver cette mystique en moi. D'ailleurs, pendant tout ce temps où j'ai été dans l'église de nouveau, ce que j'aimais, c'était retourner voir les mystiques, les mystiques de l'église. Parce que les mystiques, la plupart du temps, quand on en parle, c'est dans les religions. Et c'est notamment dans la religion catholique, énormément. Donc, bah voilà, je suis retournée voir Hildegarde de Bingen. En plus, ça allait bien avec ce que je faisais. Je suis allée voir aussi, ah, son nom m'a... Marthe Robin. Voilà, des femmes qui sont crucifiées, qui vivent la passion du Christ et qui mangent qu'une hostie par semaine et qui s'alimentent plus, mais qui vivent la passion du Christ. Et j'étais rentrée vraiment là-dedans. Et j'ai vécu des moments très mystiques, en fait. Et ça a pris une envergure quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et en fait, donc la tarée que j'étais quand même au niveau du contrôle, elle avait décidé de partir dans l'Himalaya, faire un trekking de 3 semaines, un truc hyper sportif que maintenant j'aurais plus du tout envie de faire. Mais voilà, euh, je devais partir. Je devais partir dans l'Himalaya. Et là, j'apprends que je suis enceinte. Donc, ah mince, ben, c'est pas grave, je vais avorter parce que j'étais tellement starvée que je me suis dit, bah non, moi, ma liberté, c'est bien plus important que cet enfant. Donc, en fait, je vais partir dans l'Himalaya et pour ça, je vais avorter. Voilà, donc je le dis à mon ex-mari, à mon mari en tout cas de l'époque. Lui, il me suit, puisque de toute façon, c'était un suiveur. Avec une femme contrôlante comme je suis, autant dire qu'il fallait un suiveur. Et, euh, et là, je crois que c'est ma sœur à ce moment-là qui me, quand même, qui est un peu choquée. Puis en plus, à l'époque, j'étais au-delà de mon métier, j'étais aussi prof en nutrition en faculté des métiers. Et j'avais des copines, elles me disaient, mais vraiment, là, tu crains, tu passes ton temps à te caresser le ventre. Elle me dit, c'est inconscient. Donc en fait, on veut bien que tu ailles avorter, mais tes gestes, ils disent l'inverse, quoi. Et du coup, j'ai écouté mes copines quand même, parce que je me suis dit, c'est vrai, pourquoi je me caresse autant le ventre si j'en veux pas de cet enfant. Et là, ma sœur me propose d'aller voir quelqu'un qui vivait pas très loin de chez moi en Bretagne à ce moment-là, et qui est exorciste. Parce qu'elle me dit, si on a des mémoires en lien avec ça, au moins, il faut que tu avortes pour les bonnes raisons. Donc, comme on me dit ça, je dis, OK, très bien. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'expérience, donc j'y vais. Et là, je rencontre donc, c'était un prêtre, et il me fait des impositions des mains, et il avait fait toute une... En fait, énergétiquement, il y avait genre une trentaine de personnes qui étaient en même temps en train de prier sur moi, pas en présentiel, mais à distance, pour que, bien sûr, eux, leur but, c'était que je n'avorte pas, soyons très, très concrets. Voilà, je vis des trucs assez des process. Et en fait, il me fait rentrer un peu dans son truc. Et le matin même de quand je devais aller avorter, j'annule. Parce que je me dis, ben, je sentais qu'en fait, j'allais vraiment le regretter toute ma vie. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avorter, attention, parce que j'ai avorté des années plus tard. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pas juste parce que j'aurais avorté pour des raisons. Typiquement, ma grand-mère a avorté plusieurs fois dans sa vie, ma grand-mère maternelle. Ça a été caché et ça a permis de lever ce voile-là, justement. Euh, donc, j'aurais avorté pour les mauvaises réponses, pour les mauvaises raisons à l'époque. Et du coup, je n'ai pas avorté. Jonah a aujourd'hui 11 ans et je suis très heureuse d'avoir pu l'avoir. Je ne suis jamais partie dans l'Himalaya faire mon trekking, mais figure-toi que récemment, j'ai quand même dit à Adrien, mon mari, tu sais quand même, ce trekking dans l'Himalaya que j'ai jamais fait, bon, je ne vais pas y aller en mode fracassé, mais tu sais, il existe quand même des entre-deux où on peut faire des petits treks assez cool, pas en haute montagne, avec des marches de juste 4-5 heures, un truc assez soft, sans des dénivelés de malade. Et voilà, et je pense que pour le coup, je dois aller activer quelque chose là-bas qui n'a rien à voir avec le fait de faire du sport. Mais la marche est pour moi très méditative. Donc voilà, c'est, je sais plus. En fait, j'ai perdu mon fil, Ludo. Pas grave.
on va en reprendre un, regarde, hop. Ouais. Reprends le fil comme les pancines dans Harry Potter. Non, moi, t'inquiète, je garde la trame de l'histoire. Super. Donc, tu es thérapeute, tu as une vie de rêve, tu fais du sport, tu voyages, tu as une famille parfaite, tu es marié, tu as des enfants, tout va bien. Et là, parce que la vie, elle est toujours un petit peu capricieuse, tu cherches du sens, tu retournes renourrir ta foi, et là, il y a quand même un télescopage d'âme. C'est quand même là qu'il y a la rencontre avec Adrien, qui est quand même assez particulière, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà, effectivement. Je cherchais du sens dans tout ce que j'ai vécu. On en était là avec cette foi catholique qui m'a beaucoup apporté quand même. Et là, je rencontre Adrien qui, puisque vous voyez, j'étais une fanatique de l'Église de nouveau, donc j'allais à la messe 3 fois par semaine quand même. Et là, on m'annonce qu'il y a un nouveau prêtre dans ma paroisse qui va être ordonné. Donc, quand ils sont ordonnés, c'est que pour ceux qui connaissent rien à l'Église, je dis juste ça, c'est qu'en fait, le prêtre a passé 7 ans en séminaire. C'est comme s'il était 7 ans à l'école. Alors, ils font pas que d'apprendre la Bible, hein. Ils apprennent le grec, le latin. Ils apprennent vraiment. C'est comme s'ils étaient en université. Voilà, c'est quand même des érudits. Enfin, ils ont le choix. Hmm. Il y a plein de manières d'aller au séminaire. Mais en tout cas, le mien, c'est un érudit, donc il allait faire des hautes études. Et quand ils sont ordonnés, bah, ils sont vraiment prêtres. C'est plus des séminaristes, c'est des prêtres. Et donc, on leur affecte une église, une paroisse. C'est un lieu. On dit, bah, tu vas être prêtre de cette église-là. Voilà. Donc, il arrive dans ma paroisse. C'était un prêtre jeune. Et moi, toujours aussi folle dingue. Je vais à la messe, comme d'habitude, parce que moi, je faisais tout. J'étais par terre, je mettais les mains par terre. Enfin, pour me faire remarquer, pour montrer que je suis celle qui est fidèle à Dieu par rapport aux autres, que c'est pas mettre leurs genoux à terre. Tu vois, l'ego, comme il est bon là. Et à ce moment-là, à la sortie de l'église, il remarque une jeune, genre j'étais la seule jeune de la messe, et il me dit en fait, il veut me découvrir. Il me dit, ben, comment tu t'appelles, depuis combien de temps es-tu dans l'église, nanana. Et là, je lui propose qu'on se rencontre. Parce que moi, forcément, j'étais révolutionnaire. Je voulais révolutionner l'Église. Je voulais changer plein de choses dans l'Église, dans Tu toute l'as ma un peu fait, splendeur. hein, après, hein. Voilà. Donc, je l'invite chez moi et on discute et tout. Quand même, le premier truc que je lui dis, donc Adrien, il avait son petit col romain, voilà. Après, je le vous voyez, je l'appelais mon père, parce que j'étais très respectueuse de cette hiérarchie dans l'Église. Et je lui dis, mon père, que pensez-vous du diable? Ça, c'était ma première question de quand nous nous sommes rencontrés. Ça l'a marqué parce qu'il m'en parle encore. La fille, elle était tellement à fond que ma première question, c'était de savoir ce qu'il pensait du diable. Et voilà. Et pendant 6 mois, nous avons fait plein de choses pour l'Église. On a vraiment œuvré. Lui, il avait créé des messes pop louanges à l'époque. Donc, c'était vraiment des messes très joyeuses où il y avait de la guitare, de la batterie. C'était vraiment, tout le monde pouvait chanter, danser. Tu vois, c'était ce que c'est censé être. La joie, euh, la joie de vivre, en fait, la joie d'être dans le divin. Donc, forcément, il était adoré. C'est un bon orateur aussi, donc il avait des oraisons qui ne faisaient pas endormir la plupart des gens, donc ça laissait en éveil. Et en même temps, à côté de ça, on avait créé un groupe qui s'appelait Holy Spirit. C'était un groupe complètement mystique. Les gens venaient, on chantait en louange, on imposait les mains, on faisait une lecture de la Bible, on parlait autour de cette Bible. Donc c'était très renouveau, charismatique. C'était très joyeux en fait, tout ce qu'on a créé. On a fait plein de choses ensemble. Vraiment, on passait notre plus clair de notre temps à essayer de créer des trucs pour l'Église. Ça, c'est une réalité. Et puis un jour, il m'a convoqué dans le presbytère. Donc, c'est un peu le bureau du prêtre. Voilà, il m'a convoqué dans son bureau de prêtre. Et il m'a dit qu'est-ce que tu penses de l'amitié fille-garçon? Et là, pour moi, ça a été un choc parce qu'en fait, il m'a fait réaliser que je ne savais pas dans quelle case le mettre. Euh, Parce que je sentais bien que c'était pas un pote. Et puis en même temps, je sentais que j'étais très liée à lui. Euh, et en fait, je lui ai dit, ben... Et en même temps, je savais que je croyais pas trop en l'amitié fille-garçon. Pas d'un premier jet. C'est-à-dire il faut qu'il y ait eu un travail entre l'homme et la femme pour que les non-dits et tout, surtout que des fois, il y a des trucs karmiques entre les deux,
que tout soit bien mis à jour et que là, après, l'amitié, elle peut naître. Et je ne trouvais pas qu'on en était à ce stade-là du tout non plus. Donc, je lui dis, bah, en plus, je crois moyennement à l'amitié fille-garçon. Et là, il me dit, bah, moi, en fait, je crois que je t'aime. Et là, il a effondré ma tour de Babel parce que à aucun moment, j'aurais pu imaginer ça. Sauf qu'il a juste appuyé sur le fait que moi aussi, pourquoi je passais autant de temps à œuvrer avec lui, même si j'aime faire beaucoup de choses, c'est que j'avais envie d'être à ses côtés. Mais que comme il était prêtre et moi j'étais mariée, à aucun moment on s'était, tu vois, tu parles du voile, là on était dans un voile total de l'illusion de nos sentiments. On s'était jamais autorisé à ressentir ça. Et à partir de ce moment-là, ça a effondré ma tour de Babel et ça a été vraiment un enfer pendant un certain temps parce que pour le coup, je suis assez entière et pour moi, il était hors de question de vivre une double vie. Et donc, ça demandait de faire des choix. Euh, et ça a été tout un temps où j'ai même essayé, en fait, pendant tout un temps, ça devenait dangereux d'être l'un à côté de l'autre du coup. Parce que là, on savait, on avait ouvert, tu sais, la boîte de Pandore. Donc, une fois que la boîte de Pandore était ouverte, c'était qu'est-ce qu'on en fait. Et un jour, on s'est juste vraiment touché les doigts. Mais je vous jure, hein, c'est rien fait d'autre. On a touché nos doigts. Et là, une relation en fait de couple pour moi, elle est électromagnétique avant tout. Et déjà, nos âmes se sont reconnectées dans le toucher à ce moment-là, et nos corps se sont reconnus. Et là, en fait, on pouvait plus faire marche arrière. Enfin, on aurait pu, mais voilà. Et là, ça a été vraiment très difficile pour chacun de nous parce que on a remis en question toutes nos existences individuellement. Et est-ce qu'on était prêt à faire un choix de tout quitter pour l'autre, en fait. Moi, j'étais donc mariée avec mes deux enfants. Adrien, ben, il était prêtre et voilà, il était marié à l'église, comme on dit. Et après un certain temps de réflexion, et puis parce que pour moi c'était un enfer, parce qu'après on s'est vraiment laissé porter dans cet amour l'un pour l'autre. Donc il y a eu un moment de double vie pour chacun de nous. Et pour moi c'était vraiment trop compliqué en fait. Je ne pouvais pas, enfin je ne sais pas comment font certains, vraiment, chapeau, parce que pour moi c'était intenable de vivre ça. Et, et du coup, on a fait le choix individuellement, moi, de quitter mon ex-mari et lui de quitter l'Église. Et en faisant ce choix, je savais que, souvent je dis ça, c'était pas une histoire de dire, parce que tu sais, il y a tout un fantasme sur l'âme sœur. Euh, et sur, c'est lui, c'est mon prince charmant, ça y est, je l'ai trouvé, Cendrillon a vécu son rêve. Non, alors, je suis pas un prince charmant du tout, hein, mais c'est surtout que à ce moment-là, la seule raison qui m'a fait dire de quitter mon ex-mari pour lui, c'était avec Adrien, je sens que je vais pouvoir découvrir tout un monde qui aujourd'hui m'est inconnu et que je n'aurais pas connu avec mon ex-mari. Et c'était comme un appel de l'âme, mais ce n'était pas un appel de l'âme envers Adrien, même si nos âmes sont connectées, on a des vies antérieures ensemble, enfin bon, c'était un appel de mon âme du chemin qu'elle avait besoin d'expérimenter. Hmm. Et on est tellement dans une logique très tu sais, puriste ou jugeante de je quitte mon conjoint, c'est pas bien, c'est bien, tous ces trucs-là. Euh, et l'âme sœur et tout ça. En fait, il faut savoir que le chemin pour moi spirituel, il est avant tout pour soi, parce que c'est notre âme qui doit s'éveiller. Après, si on le fait à deux, c'est encore plus magique, mais c'est d'abord pour soi. Donc, l'appel que j'ai eu, c'est pas mon âme sœur, mais ça y est, j'ai mon prince charmant. Non, c'est en tant que moi, il va m'ouvrir des portes pour que je découvre des facettes de moi que je n'aurais pas pu explorer sinon, ou différemment. C'est comme si j'ouvrais un nouveau livre de ma vie, une nouvelle page de ma vie. Hmm. Et moi, je le vois un peu dans. Il y a ton âme, enfin, il y a le décor, tu vois, et puis là, d'un coup, il y a une porte, et quand tu sais que si tu ouvres cette porte, tu as accès à un autre monde qui est là, et que c'est comme si ça, c'était un saut quantique. C'était OK, mon univers, il est là, il aurait pu rester comme ça jusqu'à ma mort. Puis là, il y a une porte dans le décor, dit. Bon, je l'ouvre ou je l'ouvre pas. Bah, si je l'ouvre, par contre, je peux plus revenir en arrière, mais c'est une autre partie de mon âme, hein, une autre rencontre avec moi-même, quoi. Oui, et c'est pour ça que je ne pouvais pas tricher avec la vie. Je ne pouvais pas Mm. rester dans une double vie. Je ne pouvais pas jouer sur deux tableaux. Et souvent, je dis être responsable, en tout cas être adulte, c'est être responsable de nos choix. Donc, je devais faire un choix. Et souvent, c'est dur de faire des choix parce que quand on fait des choix, on
on fait le deuil de certaines choses. Moi, j'ai fait le deuil de cette famille parfaite, j'ai fait le deuil de mes garçons qui allaient vivre avec un papa et une maman ensemble. J'ai fait le deuil d'être une mère parfaite qui n'allait pas créer des blessures chez mes enfants. Mais en même temps, je leur montrais d'autres choses. Et ils sont blessés de mon divorce, clairement. Mais pour autant, je leur montre d'autres choses. Et ils feront leur propre chemin en fonction de ça. Mm. Et ça a été un gros travail aussi, la culpabilité, par exemple, de divorcer. Moi, ça a été un long travail, cette culpabilité de dire, surtout que nous, en plus, on a accepté de médiatiser notre histoire. Donc, j'ai eu beaucoup de critiques. J'ai eu vraiment, ça m'a fait travailler le regard de l'autre. Et est-ce que je suis capable d'aimer au-delà de ce qu'on est en train de dire de moi, que je suis vraiment une salope, etc. Ceux qui nous tournent le dos, ça permet voilà, est-ce que l'amour que tu portes à l'autre est plus fort que ça? C'est comme si d'un coup, on avait fait un travail avec Adrien de développement sur soi en accéléré. C'est comme si d'un coup, on s'était pris le karma dans la gueule et en vitesse accélérée pendant quelques années. On n'a vécu aucune lune de miel et on n'a fait que traverser des ombres, des ombres, des ombres et des ombres. Ouais. Oui, parce que le truc, c'est que vous, derrière, tout de suite, il y a eu, comme tu dis, il y a eu la médiatisation, puis il y a eu l'égrégore de l'Église, parce que ça n'a pas été tout rose non plus de se dire, bon, ça y est, je divorce, je rencontre Adrien, puis on va faire notre vie. Non, il y a eu quand même une petite parenthèse un peu... Je sais pas si tu veux revenir un peu dessus, mais je sais que ça n'a pas été facile non Ben, plus. il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, effectivement, l'Église a son propre égrégore et puis ça l'intéresse de mettre sous sa coupe la population, enfin les paroissiens en tout cas. Et donc, ben, l'Église, de son point de vue, j'avais pu voir ça en constellation universelle, c'est que l'Église, elle voyait que je lui avais volé Adrien. Et en plus, on a une fille en commun. Et il pensait que notre fille en commun, ça lui appartenait un peu. C'était comme si c'était un don qu'on offrait en gros à l'Église pour ce péché qu'on avait commis. Euh, voilà. Et de ce fait, l'Église, Adrien était tellement apprécié parce qu'il mettait de la vie dans l'Église, ce qui est quand même assez rare, soyons très honnêtes, euh, qu'en fait, ils nous ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ils ont mis des bâtons dans les roues dans l'école de mes enfants, puisque mes enfants à l'époque étaient dans une école privée. Donc, qui dit école privée dit école en lien avec l'Église. Voilà, donc ils ont convoqué, ils ont ensuite mis des bâtons dans les roues dans le travail de mon mari, puisqu'il travaillait à l'époque pour la fondation d'Auteuil, qui est en lien aussi un peu avec l'Église. Donc, l'évêque, enfin le directeur est allé voir voilà, le directeur de la fondation pour lui demander certaines choses. Enfin, ça a été que ça. Ils nous ont mis, ils ont fait des fois venir Adrien pour lui demander un truc et en fait, c'était pour lui faire retourner le cerveau et puis qu'il me quitte. En fait, ils ont passé beaucoup de temps à essayer de faire revenir Adrien et à cacher, par exemple, ils ne voulaient pas du tout qu'on médiatise l'histoire. Ils voulaient qu'on parte même de la région. L'évêque nous a dit, bah, partez de la région, ce sera plus simple pour tout le monde. Mais nous, on avait toute notre famille à l'époque et nos amis en Haute-Savoie. Je ne vois pas pourquoi on serait partis. Donc voilà, c'est des choses qui sont cachées. Et d'ailleurs, quand on a médiatisé ça, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, de prêtres qui vivent des doubles vies, sachez-le, des prêtres qui sont papas et donc c'est caché. Parce qu'en France, c'est pas autorisé, d'accord. On a vu des anciens prêtres qui avaient quitté l'Église aussi et qui appelaient Adrien parce qu'eux aussi vivaient ça difficilement et ils étaient perdus dans leur foi, puisque finalement, quand vous quittez ça, toute une communauté vous tourne le dos. Donc, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus de communauté. Où est-ce que vous vivez votre foi si vous êtes toujours dans la religion catholique? Eh ben, vous pouvez la vivre que seul, donc ça devient un peu triste quand même. Euh, voilà, on a eu plein d'histoires de gens qui nous ont raconté les peines qu'ils avaient. Et moi, du coup, comme j'avais quand même beaucoup développé cette force de caractère, je dis pas que ça a été facile parce qu'honnêtement, émotionnellement et en stress, ça a été très lourd. Mais je sentais que c'était mon devoir de médiatiser ça pour dire, vous avez le droit d'aimer, même si on vous dit que vous êtes une salope ou une prostituée, même si on vous dit que vous serez la première au paradis parce que vous êtes une pute. Et je vous dis les mots qu'on m'a dit. Même si on vous dit, mais quelle idiote tu es, mais tu es une mère horrible, tu as divorcé, tout ça pour le cul, alors que tu as deux enfants. Et c'est cru ce que je vous dis, mais en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, d'ailleurs,
on n'insultait que moi, on insultait rarement Adrien parce que lui, le pauvre, c'était celui qui avait été pris par la pécheresse et la diablesse, quoi. Euh, avec le Oui, recul, une ça me fait femme, oh là rire. là! Ah, la méchante, quoi, vraiment. Voilà. Et j'étais critiquée par des femmes, faut le savoir, pas par des hommes. Les hommes, c'est à la limite les plus soft. Il y a une telle méchanceté entre femmes dans ce jugement qu'on peut avoir. Et moi, je disais, mais même si on vous critique, même si on dit du mal de vous, si votre cœur vous dit ça, suivez-le. Suivez votre cœur, suivez l'amour que vous voulez, suivez vraiment votre instinct. Et moi, je savais que dans cet instinct, je devais suivre cette voie d'amour avec Adrien qui allait nous apprendre plein de choses. Mais ça a été, comme je vous l'ai dit, tout sauf une lune de miel sur pendant beaucoup d'années. Donc, parce que forcément, d'un point de vue karmique, on venait déblayer beaucoup de choses. Et notamment, comme tu l'as dit, avec l'Église. On venait mettre un gros pâté dans l'Église. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a changé quoi que ce soit dans l'Église, mais ça a quand même, par exemple, notre histoire d'amour sur Ça commence aujourd'hui, il y a eu quand même plus de 1 million de vues. Donc je me dis, eh ben, ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même, plus on rajoute les autres émissions qu'on a fait, etc., on se dit, bah, OK, s'il y a déjà plus d'1 million de personnes qui ont pu se dire et qu'on a semé une graine en se disant, écoute ton cœur, c'est juste ça, en fait, fais ce que tu veux, écoute tes rêves, euh, bah, c'est déjà super parce qu'on est dans le jugement tout de suite de dire, c'est l'Église qui a posé cette condition que l'homme et la femme devaient être un et qu'ils allaient faire toute leur vie ensemble. C'est l'Église qui a posé ça. La spiritualité, votre âme n'a jamais dit ça. Jamais. Jésus ne vous dirait pas ça. C'est comme honore ton père et ta mère, c'est honore ton père céleste et ta mère divine. Ce n'est pas honore ton père et ta mère de sang. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, avec les énergies qu'on a, on doit couper tous ces trucs parce qu'on le veuille ou pas, en France, on a été élevé énergétiquement dans la religion catholique et christianique. Que vous ayez eu des parents ou pas, que vous ayez une culture religieuse ou pas, énergétiquement, vous baignez dedans. Partout où vous allez, il y a des églises et des chapelles partout. Partout où vous allez, il y a des choses qui reposent sur les commandements liés à la Bible. Et nous devons casser, de mon point de vue, tous ces schémas-là pour entrer dans l'énergie christique dont tu nous parlais, qui n'est pas du tout religieuse et qui n'appartient à personne, aucun dogme, aucune religion, aucune philosophie, hormis une énergie qui permet de se réunir dans notre féminin, notre masculin, unis à l'univers, la source ou le divin, comme vous voulez, et pour incarner pleinement ça sur Terre. C'est un peu finalement ce que vous êtes en train de faire avec Adrien, hein, parce que là, depuis, il y a une période plutôt dans le féminin, puis là maintenant, vous êtes plutôt dans une alliance de œuvrer ensemble et de proposer des accompagnements ensemble pour cette réalisation, justement. Oui, c'est vrai que c'est pareil, c'est de nouveau pas simple, très clairement, d'œuvrer à deux, parce que nous, on a eu l'habitude d'œuvrer individuellement, en fait. C'est-à-dire que oui, on est un couple sacré dans notre vie intime. Oui, on œuvrait chacun pour le sacré déjà, mais œuvrer ensemble, c'est une autre dimension, parce qu'il y a les individualités de chacun, les égos de chacun, la manière de faire de chacun. Moi, je suis plutôt quand même un peu speed, lui, il est quand même beaucoup plus lent. Et donc, c'est comment on arrive à trouver un équilibre entre tout ça. Un truc tout bête, je racontais récemment que, en fait, on nous a demandé de reprier ensemble. Mais quand, en fait, au début, j'étais gauche parce qu'on se mettait ensemble puis on se disait, bon, alors on prie. Mais quand tu pries plus pour une religion et que du coup, tu veux pas réciter des choses qui sont religieuses, et ben en fait, on était comme un peu de cons sur le moment à se dire, ben en fait, on fait quoi? Alors, on a testé plein de choses euh, jusqu'au moment où finalement, on a compris que, en tout cas, nous, notre manière de prier maintenant, c'était d'être en silence ensemble, reliés par le cœur, et que du coup, ça demande comme un temps où on s'unit chacun individuellement dans notre cœur, ensuite on unit nos deux cœurs ensemble, et ensuite dans ce cœur uni, on laisse la porte ouverte au divin de rentrer pour qu'il apporte son énergie, et que là, on fasse plutôt un. Donc ça se passe dans le silence, et tu vois, même ça, c'est revisiter parce que la prière, elle a toujours été verbalisée en fait. Dans la plupart des, même en Inde, les mantras, c'est verbalisé. Alors c'est pas un verbe créateur, c'est un son, mais finalement c'est encore voilà. Donc nous,
on s'est mis à prier dans le silence, Mhm. de la reliance uniquement. Surtout si tu pries à deux. Enfin, je trouve que c'est vraiment une belle chose parce que tu pries à deux, si t'es pas pris dans des choses codifiées, ben, les mots qui vont monter, c'est les mots qui sont à toi et pas obligatoirement à l'autre. Parce que, ou alors, faut nommer chacun son tour. Enfin, tu vois, c'est de nommer quelque chose parce que c'est ton instant présent et puis l'autre va nommer son instant présent. Mais si on le fait ensemble, ça fait un peu cacophonie. Ouais, ça nous arrive du coup de poser une intention des fois juste avant, tu vois, de poser une intention commune Mhm. euh, qui peut être pour nous, qui peut être plus universelle. Et des fois, juste on pose pas. Et je pense que, tu vois, on revient encore à cette simplicité de la spiritualité d'aujourd'hui qui est dépouillée. Donc aujourd'hui, effectivement, pour moi, il y a plein de couples sacrés. Toi, avec Karine, vous en faites partie aussi. Il y a plein de couples sacrés qui sont en train de s'éveiller, se réveiller, et où ça demande effectivement tout ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que quand on travaille ensemble, ça demande beaucoup de laisser son ego de côté. Alors, je ne vous dis pas parce qu'en ce moment, en fait, quand on travaille individuellement avec Adrien, c'est assez simple. Mais là, comme on doit travailler ensemble, ça s'échauffe de nouveau un petit peu. Là, il y a des petits électrons qui euh, parce qu'on n'a pas la même manière de fonctionner, on ne met pas le même temps à travailler, parce que voilà. Et ça nous fait retraverser ensemble des choses qu'on a traversées individuellement, mais quand on les fait à deux, euh, et ben c'est encore différent. Et ça, voilà, ça nous permet de travailler cette unité et cet équilibre, en fait, parce qu'à un moment donné, finalement, bah, c'est deux polarités qui se rejoignent. Mais quand on a bien le premier travail, c'est de travailler nos propres polarités intérieures. Mais là, du coup, on travaille avec des polarités qui ne sont pas les nôtres. Mhm. C'est que nous, avec Karine, ça nous a pris 4 ans pour arriver à un équilibre quand on anime ensemble tu vois, de plus être en friction, mais de trouver vraiment la place de chacun et que ça soit aligné, que ça soit en paix. Ouais, ça a mis à peu près 4 ans parce qu'à chaque fois, ça a créé des trucs l'autre fonctionne d'une manière, moi d'une autre, enfin Karine de sa manière. Et ouais, on a mis 4 ans pour arriver dans une animation qui est hyper cool et tranquille pour les deux et où chacun sait où il est et sait ce que l'autre fait et sans interférence en fait. Ce qui est intéressant, Donc c'est parce oui. que je sais comment vous fonctionnez aussi, c'est quand du coup, c'est une création à deux. C'est Mm, quand, tu vois, parce que aussi dans votre couple, Karine, elle a beaucoup initié de choses et tu viens vraiment dans ce masculin qui au service du féminin et je trouve ça très beau et ça demande aussi un ajustement. Mais quand tu crées un mm, projet à deux, complètement nouveau, du coup, où il y a tu vois, où il y a juste l'étincelle de départ, où tu dois tout créer. Le nom, ce que ça va être, comment. C'est comme si c'est incroyable. C'est vraiment. Faut énergétiquement, voilà, ça demande d'être bien aligné, bien centré, de beaucoup méditer, de prendre du recul, d'être patient aussi beaucoup. Euh, Vraiment là, par exemple, nous, avec Terre de vie, Terre d'amour, ça m'apprend le dépouillement. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté assez exigeant dans la beauté, dans l'organisation, dans l'harmonie. Et puis Adrien, il est plus dans une harmonie intérieure. Et moi, j'ai besoin de cette harmonie extérieure parce qu'elle travaille en résonance avec mon harmonie intérieure. Ce qui n'est pas son cas. Lui, ça peut être le bordel extérieurement et il est en harmonie à l'intérieur quand même. Et ce n'est pas mon cas en tant qu'hypersensible. Donc, rien que ça, vous voyez, ça demande comment on peut être organisé sans être dans les extrêmes, parce que nous, il y a plein d'extrêmes comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui avance très vite, qui fait 10 000 choses en même temps, et c'est OK, c'est mon énergie, et Adrien, il a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de calme, de prendre le temps de penser. Et puis, si on lui envoie un mail, il va y répondre 4 jours après, parce qu'il y a eu le temps d'infuser tout ça. Et vous voyez, donc ça demande à deux énergies complètement opposées, qui ont leur propre polarité plutôt centrée individuellement, de réussir à créer une sorte de nouvelle polarité. Ça veut pas, et là, on n'est pas sur une dimension du couple, parce que dans notre couple, du quotidien, ça allait très bien. Mais dans une création à deux, qui est une création divine, je dis toujours d'ailleurs que Terre David et Terre d'amour, si ce n'était pas pour le divin, on aurait déjà arrêté. Parce que ça pourrait faire divorcer des couples. C'est pour ça qu'on sait pourquoi on le fait, quoi. C'est là où tu es au service de plus grand que toi, parce que mm. ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et donc, voilà, ce Ouais. dépouillement, cette patience.
très importante de se laisser insuffler. À chaque fois, Jésus, il me dit, mets de l'harmonie, mais comment tu peux rendre de l'harmonie encore plus simplement dans ce projet? C'est vraiment Mm. ce qui nous est demandé. Et la patience, parce qu'on est dans des travaux, c'est-à-dire que dans la matière, il y a vraiment du physique. Donc voilà, on est à 3 mois de retard dans les travaux. Il paraît que c'est rien, hein, mais pour quelqu'un comme Oui, moi, c'est un grand. Tous les jours, c'est je un vais voir grand les pas. artisans sans essayer de leur mettre la pression, mais quand même. Donc ouais, toute cette patience et puis c'est quand on a une vision finie d'un projet et qu'on sait que ça va prendre des années, c'est comment on est capable d'avancer en fait, de plutôt se centrer sur le chemin au lieu de se centrer sur la finalité. Ah, ça demande de travailler sur la frustration. Enfin, moi, je suis un peu comme ça parce que souvent, je vois les trucs à 2 ou 3 ans, puis après, il faut les réaliser. Et là, tu te dis, mais ouais, mais dans la matière, ça prend du temps. Alors que moi, j'ai envie d'aller là parce que je vois déjà la suite. Mais oui, la Oui. matière, ça se construit tout doucement, tu vois, c'est une brique après l'autre, quoi. Moi, je me Et dis je des pense que fois, c'est c'est le fantasme, tu sais, dans Astérix, quand le druide, il lance un gland, puis paf, ça fait un arbre de suite. Mais pourquoi ça fonctionne pas comme ça dans la matière? c'est ça, voilà. Moi j'aimerais bien, hein, je ne dis pas, je le cache pas, je le même dis à mes guides. Et, je dis, si vous pouvez m'aider un peu plus, c'est OK. Mais comme il y a les leçons à apprendre, bah, faut faire nos leçons, quoi. Nos leçons, c'est tout ça. Donc moi, effectivement, comme toi, Ludo, la frustration est un truc que j'ai encore à travailler, la patience aussi. Euh, donc bah, même si j'ai la vision, je dois la garder dans un petit coin, une petite boîte, en attendant de faire le chemin. Voilà. Et le chemin, bah, les artisans, et alors eux, la patience, ils m'invitent super, super bien à la travailler. Mais ça Hmm. m'amuse, tu vois, ces ombres que j'ai, la frustration, la colère ou l'impatience, qui sont vraiment des ombres chez moi qui sont encore bien présentes. Ben, aujourd'hui, je m'en amuse. C'est-à-dire que quand je vois qu'elles prennent plus d'ampleur, je dis, bon, allez, vas-y, fais ton caca nerveux. Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Et c'est un peu ça. C'est l'ego, il est là, il veut nous faire son petit caca nerveux, montrer que lui, il a raison. Voilà. Et puis des fois, bah, il peut être bon. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, je me suis quand même expliquée avec les artisans, soyons très concrets. Euh, mais je savais qu'à ce moment-là, j'étais aussi dans mon personnage qui avait besoin d'être frustré et en colère et qui avait besoin d'être entendu. Et on a besoin des fois de laisser de la place à ces personnages. Voilà. Bien sûr, je ne suis pas allée dans ma violence ou dans. Mais je leur ai posé les mots, quoi. J'avais dit, bah voilà, ça fait 3 mois que vous me dites que c'est censé être fini. Où on en est? C'était pas méchant, c'était pas, mais je repositionnais en fait que bah moi je suis quand même frustrée, que c'est chiant de vivre dans un tout petit appartement, que notre bureau c'est le bordel parce qu'on n'a pas de bureau, que, et que c'est quand même tout notre travail avec Adrien, donc c'est compliqué quand même. Et lui hyper inflexible, qui me répond, qui me donne plein de raisons de pourquoi il y a autant de retard. Euh, Ça permet d'ouvrir la discussion et de calmer un peu mon frustrateur intérieur et ainsi de continuer à avancer. Il ne faut pas croire que dans ce chemin, on doit toujours mettre de côté nos égos. On doit connaître nos égos. Et puis, ceux qui sont plus forts, parce qu'il y a des égos qu'on va tuer au fur et à mesure. Moi, la jalouse, par exemple, c'est quelque chose que j'ai tué. Il y a eu la contrôlante, par exemple. Bon, je ne dirais pas, mais voilà, 90% par rapport à ce que j'ai été, c'est la sportive, complètement fêlée, enfin des choses comme ça. Et que ces parts d'ego qui sont encore qui prennent plus le dessus, eh ben, faut plutôt les accompagner, leur donner. C'est comme si je leur disais toujours, je vous donne un apéro, puis après, par contre, vous me laissez tranquille pour tout le reste. Donc après, je me fais tout le reste avec mon être divin. Et ça permet d'avancer plus sereinement, parce que le but, c'est quand même d'avancer avec une paix intérieure. Moi, j'ai avancé tellement en me fatiguant énergétiquement à l'intérieur, en étant dans une forme de lutte, où je voulais tout le temps, comme tu vois ce gland dans Astérix, quoi. Je voulais tellement tout vite que j'allais vite, 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 mais que je respirais pas et que finalement, est-ce que je prenais vraiment le temps d'apprécier tout ce que j'avais fait? Bah, pas vraiment. Je suis quelqu'un qui a encore du mal à apprécier ce que j'ai réussi. Et en fait, c'est tous les autres qui me disent, mais regarde, t'as fait ça, 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 ça et ça. Et je dis, bah ouais, mais moi, comme je veux tout le temps planter des nouveaux glands,
Voilà, donc à un moment donné, j'ai déjà toute une forêt d'ailleurs de pins. Faut peut-être que j'arrête de vouloir planter autant de glands. Hmm. Après, moi, je vois que c'est un chemin finalement de simplicité dans l'humanité. C'est aussi à un moment donné de se lâcher la grappe et que quand on sera incarné sur cette terre, on aura une part d'humanité, une part d'impatience, une part d'ego et que le but, c'est pas d'éradiquer tout ça, quoi. C'est de vivre avec, pour cohabiter avec une autre vibration. En fait, c'est comment je cohabite avec ma part humaine et ma part divine, sans que finalement les ombres ou ce qui m'agite prennent le dessus. Mais je pense que c'est une illusion de croire que ça sera plus là, quoi. C'est juste C'est on vit avec sagesse avec et du mieux qu'on peut pour donner le meilleur de nous, mais on aura toujours des petites accroches à des moments. c'est comme, en fait, c'est comme les désirs de tout à l'heure. En fait, à force de répondre à ses égos, mais de manière moins importante qu'avant, tu lui laisses moins de place, jusqu'à un moment donné où certains vont effectivement disparaître parce que tu auras tellement répondu, mais en lui laissant de moins en moins de place, que cette chose-là, parce que les égos, ils servent toujours des parts en nous, que cet ego ne va plus servir à un moment donné. Et donc, voilà. Mais comme on a énormément d'égos différents, c'est dur effectivement de tous les érayer. Mais l'image que je peux donner pour mieux comprendre cette histoire d'ego, c'est comme dans le monde aujourd'hui, on peut décider de regarder vraiment ce qui est difficile. Il y a la misère, il y a la guerre, il y a des tueries. De notre point de vue en France, on est quand même dans une énergie qui va passer dans un chaos. Euh, et on peut passer notre temps à ça. Et moi, j'ai des amis qui passent leur temps à regarder, par exemple, les informations pour être informés. C'est des gens très éveillés et spirituels, mais parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe dans le monde. Et moi, ma vision, c'est que je m'intéresse à rien de tout ça. Ça peut paraître très égoïste, mais ma vision, c'est qu'en fait, je nourris au quotidien ma lumière de ce qui me fait vibrer. Et je suis pas oui, hein, je sais que ça existe tout ça, mais de toute façon, c'est pas en passant mon énergie à me dire comment je fais pour enrayer la faim dans le monde. Euh, Plutôt me dire, ok, bah, peut-être que je peux faire des actions très concrètes, mais dans ce cas-là, si je fais des actions concrètes, je crée une association, ou je donne de l'argent à une association, ou je fais des trucs concrets, je passe à l'action. Et ben, vous voyez, c'est ça, c'est je donne plus d'énergie, c'est-à-dire mon temps, ma pensée et ma lumière ne va pas dans ce qui me fait pas vibrer. Et donc, en fait, la politique me fait pas vibrer, les médias me font pas vibrer. Quand je parle des médias, c'est bah, ce qui se passe à la télé, ce qu'on montre, les informations, voilà. Il y a des gens qui me font pas vibrer du tout. Donc, ces gens-là, bah, je les côtoie plus, et même dans ma famille. Donc, bah, simplement, en fait, je nourris ce qui me fait vibrer. Et bah, c'est exactement ça avec l'ego. Nourrissez votre être divin, votre âme, et votre âme, elle a plein de choses à vivre. Et nourrissez pas l'ego, qui est votre part d'ombre, ou la moins possible. Donc, je vis dans un monde où, effectivement, des fois, bah, on me ramène à des trucs. Voilà, c'est-à-dire que même quand vous n'écoutez pas les infos, j'ai quand même les trucs qui viennent par des amis qui viennent, qui me racontent d'un truc, un truc. Ok, vous l'entendez, vous avez écouté, vous avez nourri ça 2 secondes, ou ma voisine qui va râler sur une autre voisine, je vais l'écouter un moment, j'entends. Mais voilà, après, je passe à autre chose très rapidement. Et ben, c'est ça votre ego. Ne le nourrissez pas. Donnez plutôt à votre âme de, un dessert merveilleux, un plat merveilleux, qui vraiment, où vous sentez les petites étoiles dans le cœur et qui font waouh, c'est tellement beau la vie. Bon, mais je dis pas, hein, de temps en temps, l'ego, quand même, il aime bien aussi, hein, sa part de gâteau. Hein. Et là, j'appelle ça la procrastination. Donc, il m'arrive de faire des journées de procrastination. Par exemple, souvent, le premier jour de mes règles, c'est une journée de procrastination totale chez moi, où là, il faut C'est vraiment pas me faire normal, chier. Je ça suis une aussi. dragonne. Voilà, Ouais, mais ça, c'est que tu es aligné sur le flux du vivant, donc c'est tout à fait normal, quoi. tout à fait, tout à fait. Hmm. Mais je peux être une ogresse. Hmm. Hmm. Mm. En tout cas, merci Audrey pour... Enfin, Éloi, pardon. Parce qu'on a Pas de fait tout ton souci. chemin de vie, c'est pour ça. Et d'ailleurs, bah tiens, justement, ma question par rapport à... Et à quel moment...
On l'a pas nommé. À quel moment Eloa rentre dans ta vie? Hmm. Alors, pour que les gens comprennent, mon prénom de naissance, c'est Audrey. Effectivement, maintenant, je me fais appeler Eloa. Euh, En fait, ça a été un long chemin, mais j'ai fait un gros travail personnel sur couper beaucoup de liens avec ma famille, paternelle, maternelle. Il me reste plus beaucoup de personnes, en gros, avec qui je suis en contact dans ma famille, pour être plus clair, juste ma sœur. Voilà. Donc, de tous les côtés de ma famille, je n'ai plus qu'une seule personne avec qui je suis en contact, c'est ma sœur. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas vivants, pas du tout. Mais moi, j'ai ce chemin à faire de couper les liens. Pour autant, je peux avoir de l'amour pour eux, mais ça ne nourrit pas mon âme d'être en présence avec eux ou de nourrir ces liens-là. Donc, il y avait quelque chose avec l'ordre de la naissance, puisque ce prénom, j'entends que des fois, notre prénom, c'est l'enfant qui le dicte, voilà. Mais ce prénom, c'était aussi le prénom que m'avaient donné mes parents. Euh, et puis, il y a plus de 3 ans de ça, j'avais eu ce prénom en écriture intuitive. Ça fait longtemps que je fais, où j'avais eu ce prénom, comme vraiment, on m'avait dit, tu t'appelles Eloa. Et voilà. Et j'avais mis ça de côté. Et puis, en fait, ça a fait son chemin petit à petit, où j'ai senti la vibration des deux. C'est-à-dire que de moi-même, je disais Audrey, Eloa, Audrey, Eloa. Et en fait, ça a été comme un va-et-vient à chaque fois. Donc, au début, tout le monde m'appelait Audrey. Et puis, Eloa, j'ai commencé à dire, bah, je vais le mettre en nom d'auteur, ou je vais commencer à signer dans mes réseaux avec ce prénom-là. Et puis, en fait, Eloa, c'était comme si, en fait, je laissais la part à mon être divin, plus de place, à mon âme. Et il a pris de plus en plus de place. Vous voyez, j'ai pas, au fur et à mesure, Audrey, elle a pas disparu tout de suite. Ça a vraiment pris plusieurs temps, énormément de temps. Euh, Jusqu'au moment où j'ai dit à mon mari, écoute, vraiment, pour moi, c'est trop compliqué maintenant qu'on m'appelle Audrey. Je sens que ça ne résonne pas. C'est limite si je ne me retourne pas quand on me dit Audrey, parce que il me faut un temps de, ah oui, c'est moi qu'on appelle. Et du coup, mon mari m'a fait toute une cérémonie avec mes enfants, même mes enfants qui ne sont pas trop spirituels. Mon fils de 17 ans qui déteste mes trucs de sorcière, comme il le dit, a accepté de me faire cette cérémonie où ils avaient tous prévu un truc, où voilà, j'ai fait une cérémonie, un rituel pour enterrer quelque part ce prénom d'Audrey qui représente aussi toute une part de moi qui n'a plus lieu d'exister, de mon passé qui n'a plus lieu d'exister. C'est comme si je m'offrais une renaissance personnellement avec ce prénom d'Eloa. Euh, et voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore fait la démarche des papiers identitaires, mais c'est quelque chose, voilà, que... Et d'ailleurs, souvent, si on m'appelle encore Audrey pour certains, je reprends. Je dis non, désolé, c'est Eloa. Mais pas par, voilà, parce qu'en fait, ça résonne plus. Et donc, je pense que la prochaine démarche, quand ce sera le temps, c'est de demander à changer sur ma pièce d'identité. Mhm. Mhm. Ça ça me fait penser aux Amérindiens, justement, qui avaient plusieurs noms en fonction de leur chemin de vie, en fait, qui avaient un nom de naissance, et puis que le nom, il pouvait se transformer selon s'il y avait des actes particuliers ou des moments clés dans leur vie, et ils pouvaient avoir comme ça deux ou trois noms différents, tout avec leur chemin de vie. Donc oui, c'est le son et une résonance vibratoire. Donc après, je comprends tout à fait que, voilà, qu'ils puissent être alignés sur la vibration qui est là. C'est ça, c'est vraiment une question de vibration. Donc, et tu sais, en le faisant, c'est marrant parce que j'ai découvert plein de femmes, en tout cas, peut-être qu'il y a des hommes qui le font, de formatrices avec qui je bossais, dont ce n'était pas les prénoms non plus. Parce que par rapport à des échanges, j'ai dû avoir leur pièce d'identité par rapport à des contrats que je faisais. Et là, je découvrais leur vrai prénom. Et ça me faisait vraiment bizarre de découvrir leur prénom de naissance. Euh, donc finalement, bah, ça va comme avec cette histoire d'honorer son père et sa mère, rester fidèle toute sa vie à un couple alors qu'en fait tu te fais chier et puis qu'en fait la vibration est plus là et que vous avez fini votre livre et votre roman écrit et qu'il faut passer à autre chose. Bah, le prénom aussi, ça peut en faire partie. Ça veut pas dire que c'est un chemin de tout un chacun, mais ou comme quand tu sais, il y en a, ils vivent très longtemps. Nous, on a déménagé par exemple de région, mais des fois, il y en a, ils partent carrément dans un autre pays. Pour moi, tout ça, c'est du même ordre. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si Mm. on avait fini notre vie dans un lieu, un espace, et qu'on ouvrait un nouvel espace. Mm. Merci Eloa pour tout cet échange. J'ai l'impression que ça clôture, parce que tu parles de fermer, d'ouvrir un espace.
Alors, je Oui, prends au bon. merci beaucoup, Ludo, pour ton invitation. Merci à ceux qui écouteront. Merci, Éloi, d'avoir rejoué le jeu pour la première de Derrière le voile. Et ça a été très riche et très, très intéressant. Et je suis vraiment très content de l'interview. Et j'espère que tous les gens qui nous regardent ou nous écoutent vont apprécier aussi. Mm. Donc voilà, si vous aimez, vous pouvez liker parce qu'il va y en avoir plein d'autres derrière. Comme les hommes en lumière, il va y avoir beaucoup de derrière le voile pour venir découvrir la personne ou le chemin de vie de la personne qui est derrière la personnalité. Mm. Voilà. Je te remercie encore, Eloa. Merci tout le monde. Et Merci j'espère beaucoup. que vous avez passé un très très bon moment. Et je vous dis à bientôt alors. Et puis belle journée à toi aussi alors. Merci à tous. Au revoir tout le monde.